Je me présente rapidement, donc je suis Albert Meige, j'ai fondé Présence en 2008, donc ça fait quelques années déjà, donc on est beaucoup plus jeune que des Nine Sigma, mais on commence à avoir une petite expérience. Souvent, quand on me demande Albert, comment est-ce que vous en êtes arrivé là avec Présence? Vous commencez à avoir de jolies références, vous travaillez avec la défense, avec l'aéronautique, le spatial, vous avez une bonne croissance. Je raconte l'histoire classique du j'ai passé 10 ans dans la R&D, j'ai un PhD en physique, j'ai aussi une formation business. Depuis le début, j'ai une vision extraordinaire du business. Notre téléphone sonne en permanence, nos clients s'arrachent notre produit. C'est la réponse que je fais un petit peu pour faire bien en général. Mais au final, quand Marc m'a demandé de faire un témoignage, je me suis dit, des raisons, il y en a peut-être d'autres. Et là, je vous ai ressorti une photo. J'ai fait ça ce matin. Je suis allé sur un vieux site web. Cette photo, c'est une photo de moi il y a 15 ans, à l'époque où j'étais magicien. Et j'ai toujours été fasciné par ce qui est un petit peu inattendu, extraordinaire. C'est une première chose, c'est une première passion. Il y a une deuxième passion, c'est la résolution de problèmes complexes. Alors, il se trouve que j'ai aussi une passion pour le Rubik's Cube que je peux résoudre en moins de 30 secondes. Je fais ça depuis que je suis tout petit et ça m'a toujours fasciné. Et il y a une troisième chose, alors là on ne voit pas forcément très bien, voire pas du tout, c'est une photo de moi, 30 mètres sous terre, sous Paris, en train d'explorer les cavités souterraines de Paris. Alors, pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Parce qu'au final, c'est intimement lié, ces trois passions sont intimement liées à ce que j'ai mis dans Présence au départ. Il y a du problem solving. On cherche à apporter des réponses ou des orientations, à guider nos clients face à des problèmes assez complexes. Et ces orientations qu'on fournit, on les fait grâce à des experts auxquels on n'avait pas forcément pensé initialement. Donc ça, c'est le côté un petit peu inattendu. Bon, voilà, c'était le point de départ et je vous ai montré ces choses. Au-delà du fait que je suis extrêmement narcissique, parce que je pense qu'au final, ça a vraiment démarré avec une passion. C'était le point de départ. Après, on a une plateforme. D'un côté de la plateforme, on a des clients industriels. De l'autre côté de la plateforme, on a des experts. Et on a appris beaucoup. On a appris grâce à nos clients et on a appris grâce à nos experts. Et aujourd'hui, ce soir, je vais essayer de répondre à la question qu'est-ce qu'on a appris depuis fin 2008 grâce à ces deux côtés de la plateforme. Il y a une partie de ce que je vais vous raconter qu'on a publié. J'ai coécrit un livre qui parle d'open innovation et de crowdsourcing. Au final, c'est assez intéressant. Chez Présence, on ne parle plus de crowdsourcing, on ne parle plus d'open innovation. Donc c'est un petit peu un paradoxe, mais enfin bon. Vous pouvez trouver un petit peu de doc dans ce livre. Alors je vais vous la faire très courte parce qu'on a déjà beaucoup parlé de théorie, d'open innovation, etc. Mais malgré tout, tout commence par Carl. Et alors ça, c'est basé sur un cas concret qu'on a traité. C'est un de nos premiers besoins qu'on nous a soumis. Carl, quand il nous a contactés, donc il est dans le petit électroménager, il nous a dit « Je cherche une technologie de batterie plus performante. » Bon, intéressant, on a sans doute des experts qui savent faire ça. Et au final, ce dont on s'est rendu compte, c'est que Carl, ce n'était pas une technologie de batterie plus performante dont il avait besoin, c'était de produire de la vapeur d'eau pour mettre dans son fer à repasser sans fil. Et intéressant. Donc il avait un biais dans sa question. Je cherche une batterie plus performante pour pouvoir faire ma vapeur d'eau. Mais en fait, c'est un moyen de produire de la vapeur d'eau en dépensant moins d'énergie. On lui a posé la question, Carl, est-ce que vous avez pensé aux technologies d'atomisation de l'eau, des sprays Et la réponse était oui, on a regardé ça il y a 15 ans, mais on ne sait pas trop ce qui s'y passe. En fait, il se trouve que dans les sprays, il y a beaucoup de gens qui regardent ça, beaucoup d'experts. Et la personne qui a apporté une solution directement actionnable à Carl était quelqu'un qui était en charge d'un laboratoire à Berkeley, qui travaillait sur les MEMS dans les applications jet d'encre. Donc, créer des jets, etc. Je ne rentre pas dans les détails. On a beaucoup parlé du non-obvious technology, du non-obvious expert ce soir, donc je ne reviens pas dessus en détail. Mais c'est quand même le point de départ. Et ça fait poser la question suivante. Des experts, il y en a des dizaines de millions dans le monde. Ces experts laissent des traces sur le web. Comment est-ce qu'on fait pour détecter ces traces? Mais surtout,
c'est le plus important, comment on fait pour les engager, les mobiliser. Et comment on fait pour extraire juste ce dont on a besoin de la tête de ces experts. Alors, il y a les plateformes. Les plateformes, donc il y en a une Sigma, il y en a beaucoup d'autres. Il y a des plateformes qui ont essayé, on rêve un petit peu du mythe de la plateforme tout automatique. Un site internet avec d'un côté des clients qui posent des questions et puis de l'autre côté, par magie, on revient un petit peu à la magie, des experts qui répondent. Et ça, il y en a beaucoup qui ont essayé. Et ça ne fonctionne pas. En tout cas, pour la classe de besoins auxquels on s'adresse, c'est-à-dire des besoins de haute criticité, très pointus, très technologiques, les bons experts, ils ne viennent pas sur les plateformes. Ces bons experts, ils sont très sollicités, ils n'ont pas le temps de venir sur ces plateformes, ils ne viennent pas. Donc la question, c'est comment est-ce que les meilleurs experts dans le monde, comment est-ce qu'on les fait venir à nous? Et ça, c'est une vraie problématique. Sur une plateforme qui fonctionne tout seul, ils ne viennent pas, ils ne s'inscrivent pas, ils n'ont pas le temps. Et donc la solution qu'on a apportée, et qu'on avait nommée un peu pompeusement à l'époque Multi-Step Dynamic Expert Sourcing, j'arrive même plus à le dire tellement c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? Déjà, on a un focus sur l'expertise. On n'a pas de solver, on n'a pas d'internautes qui viennent s'inscrire sur notre plateforme. On va aller chercher des experts. Et des experts sont des gens qui ont publié des brevets, des articles scientifiques, et des gens qui ont été peer-reviewed, donc jugés par des pairs, si vous voulez. Et donc, il y a déjà un certain niveau de confiance dans ces gens-là. Première chose, un focus sur l'expertise. Deuxième chose, l'aspect dynamique. On ne va pas attendre que les experts viennent s'inscrire chez nous. On ne va pas attendre qu'ils viennent s'inscrire même si on a des problèmes super intéressants sur notre plateforme. Parce que si on attend, on sera encore là demain et on sera encore là dans 10 ans. Ils ne viendront pas, ils ont autre chose à faire. Et donc, on a développé un outil qui est un petit peu similaire à ce que fait Expernova, mais pour un usage interne, cartographie de compétences. On est branché sur tout un ensemble de sources et on construit de manière automatique des profils d'experts et on va les chercher au moment où on en a besoin. Alors la grande question, c'est comment est-ce qu'on fait ça? Pour aller chercher les experts au moment où on en a besoin. C'est extrêmement compliqué parce que, rappelez-vous, ces experts sont les meilleurs dans le monde, ils sont extrêmement sollicités. Et par ailleurs, si on leur dit « Monsieur expert, j'ai besoin d'une solution, il y a 50 000 € à la clé, proposez-nous une solution, pendez-nous un rapport et peut-être que vous serez payé », même si les chances sont grandes, ben, ils ne vont pas répondre. Ou alors c'est les seconds couteaux qui vont répondre. Et ça ne nous intéresse pas. On cherche les meilleurs. Et donc on a mis en place un processus qui est multi-étapes, où on va aller chercher les meilleurs experts, les contacter. Cher professeur Tartampion, vous avez rédigé un article dans tel domaine. Notre client cherche un expert dans tel domaine. On pense que vous pouvez apporter une solution. Proposez-nous, soumettez une proposition, un petit dossier qui va lui prendre 2 heures pour peut-être être sélectionné. Mais une fois que vous êtes sélectionné, vous serez payé. Il y aura un vrai contrat, la propriété intellectuelle est garantie, tout est bien cadré. Donc c'est pas peut-être pour être payé, peut-être pour... on ne sait pas trop ce qui se passe avec la propriété intellectuelle, c'est multi-étapes. On va chercher les meilleurs experts. Et ça, c'était vraiment... c'est quelque chose qu'on a... sur la plateforme, rappelez-vous, il y a la partie, il y a le côté expert, il y a le côté client. Et cet aspect-là de l'expertise, c'est quelque chose qu'on a appris de nos experts. Quand on s'est lancé là-dedans, on a essayé d'arroser 10-20 000 experts à la fois. Ça ne fonctionnait pas du tout. Et vraiment, cet apprentissage de multi-étapes, d'aller chercher la perle rare, c'est venu du côté expert. Ça, c'était le premier apprentissage. Le deuxième apprentissage, c'est Jacques. Alors Jacques, c'est une vraie personne, hein, c'est un de mes collaborateurs. Il est fellow chez Présence. Et Jacques, il est arrivé un petit peu par hasard la première fois, mais c'est le genre de profil qu'on recherche maintenant. C'est un profil qui a pris de plus en plus d'importance. Alors Jacques, il a passé la moitié de sa carrière dans le monde académique, il a dirigé un gros laboratoire d'une école prestigieuse, il a terminé directeur scientifique d'un groupe suisse de 10 000 personnes, donc c'est un poids lourd. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il connaît à la fois le monde académique,
qui connaît très bien les enjeux industriels, stratégiques, etc. Il a changé beaucoup de domaines dans sa carrière, donc il peut faire des ponts non évidents entre des problématiques de batterie vers des MEMS, des batteries dont je parlais tout à l'heure. Alors pourquoi je vous parle de Jacques? Ça, c'est notre processus, c'est un processus un petit peu barbare, c'est pas tellement ça qui va nous intéresser, c'est qu'est-ce qu'on a appris avec Jacques. Quand je me suis lancé, en 2008, j'étais tout seul. Mon associé, Vasily, c'était un geek que j'étais allé chercher dans les laboratoires de Yahoo Research. Et venant moi-même de la recherche, je ne savais pas trop vendre, voire pas du tout vendre. Et donc, aux premières réunions, Jacques est venu avec moi. Il se trouve que je le connaissais d'une vie antérieure. Et il m'a aidé à reformuler la problématique du client. Il n'était pas magicien, mais il a fait du théâtre. Et c'est une composante, très bonne remarque, c'est une composante assez caractéristique de nos fellows. Ils ont tous une dimension artistique. Et je pense que ça a à voir. Qu'est-ce que je disais? J'ai perdu le fil. Oui, donc il a aidé à reformuler la problématique du client. Et ça a été la première intervention du fellow. Reformuler la problématique du client pour ouvrir le sujet. Ça a été la première chose. Je pensais que c'était parce que c'était la première fois et qu'après, on se débrouillerait tout seul avec notre super méthodo de reformulation, etc. Mais au final, ce dont on s'est rendu compte, c'est que le fellow a commencé à prendre de l'importance. Assez rapidement, au bout de 10-15 projets, nos clients nous ont dit, bon, bah, très bien, on a reçu 15 propositions d'experts, tous des sujets, des propositions très solides, mais monsieur Mej, vous êtes bien gentil, on vous a demandé de l'aide sur un sujet qu'on ne connaît pas bien, vous nous fournissez des experts, et maintenant vous nous demandez de choisir. Bah, je suis désolé, j'y arrive pas, on a besoin d'aide. Et donc, petit à petit, le fellow, on l'a fait intervenir sur cette seconde étape on lui a demandé de préparer des synthèses par rapport aux propositions qui étaient faites des experts et puis des recommandations. Vous avez un scope qui couvre un certain domaine. Ben voilà, on a tel expert, il peut couvrir 10% du domaine, on a tel autre expert qui peut couvrir 80%. Mais attention, cet expert, on a détecté qu'il a une collaboration avec un de vos concurrents. Vous voyez, ce genre de choses. Très, très opérationnel pour permettre aux clients de choisir l'expert ou alors l'équipe d'experts, puisqu'on construit aussi des équipes ad hoc. Voilà. Et la troisième étape, une fois que les experts ont été sélectionnés, cette fois-ci, on les fait vraiment travailler. Alors, on a des projets, on va avoir 4-5 experts qui vont travailler sur la problématique, qui vont répondre à la question du client qu'on lui avait posée. Puis, on va se retrouver avec un gros pavé, 200 pages. Très précis, c'est de l'expertise, de haut niveau, 200 pages. Alors ça, c'est vraiment gênant. Alors là, il y a le client qui couine encore un petit peu, puis qui dit « Monsieur Mej, j'ai un comité exécutif demain, il faut que je présente ça à ma direction générale, vous nous avez passé en revue 10 technologies, super, mais laquelle il faut qu'on choisisse ?» On était bien embêtés, au début on ne savait pas le faire, et on a introduit une dernière fois le fellow, et le fellow, après avoir ouvert la problématique au départ, la referme, la recontextualise, la synthétise. Donc du pavé de 200 pages, on va extraire la substantifique moelle de ce qu'il y avait dans la tête de l'expert pour la restituer au client, pour l'aider à prendre sa décision stratégique ou pour l'aider à le mettre en œuvre très rapidement. Voilà. Donc ça, c'est le processus qu'on a mis en place et c'est notre deuxième apprentissage. Le fellow a pris énormément d'importance. Il est au centre du processus. Alors maintenant, il n'y a pas que Jacques, bien entendu, parce que le pauvre Jacques ne tiendrait pas la charge. On développe activement un parc de fellows dans beaucoup de domaines. Un parc de fellows. C'est eux qui appellent ça entre eux, donc je me permets de reprendre l'expression. Ils appellent même ça un cheptel de temps en temps. C'est Jacques qui l'a dit. Bon. C'est filmé, là? Ah ouais, donc il va le voir que j'ai dit ça. Bon. Donc les avantages, il y a un certain nombre d'avantages dont je peux dire quelques mots. Déjà, on adresse une classe de besoins qui est plus large que le problem solving. Alors quand on s'est lancé, on a fait un petit peu la même analyse avec Pascal d'Expernova au final, et j'étais assez intéressé de voir ça tout à l'heure. On s'était lancé sur du simple problem solving. Enfin, je dis simple, c'est pas péjoratif, mais et ce dont on se rend compte, c'est qu'avec cette approche, on peut répondre à des problématiques beaucoup plus larges, de l'aide à la décision, établir une classe de problèmes beaucoup plus large. Deuxième chose,
Pardon. C'est sans risque. C'est-à-dire, le client reste anonyme tout le long, et à la fin, après avoir fait travailler l'expert, après avoir une bonne connaissance de l'expert, qui a bien souvent un organisme derrière lui, peut décider de mettre en place une collaboration pour aller plus loin avec le client. Et c'est aussi un outil qui va lui permettre d'identifier, de qualifier un partenaire potentiel. Et donc, quand le client décide de faire ça, ça ne nous regarde plus, mais pour nous, c'est vraiment un signe de succès. Et troisième aspect, c'est aussi un processus qui est vraiment pilotable en temps réel. On a à maintes reprises l'occasion de pouvoir donner un petit coup de volant pour ajuster le projet. Parce qu'au départ, le client nous pose une question, puis au fur et à mesure, des réponses des experts au niveau intermédiaire, on va se dire « Ah bah tiens, on n'avait pas pensé à ça, c'est intéressant ». Et donc on va demander à l'expert sélectionné de regarder tel ou tel point. Donc, certaines flexibilités. Exit la boîte noire. Alors ça, c'est les aspects positifs. Il y a aussi pas mal de choses qu'on ne sait pas encore bien faire, et on s'efforce de les améliorer. Alors je donne 2 exemples. Le premier, c'est aller chercher des experts en Asie. Alors on sait les identifier, bien, ils laissent des traces comme les autres. En revanche, on a beaucoup de mal à les mobiliser. Pour mobiliser un Chinois, on va trouver de faire beaucoup plus d'efforts, de l'appeler au téléphone, de lui envoyer plus de mails, et on a toujours du mal. Et ça, on pense que c'est culturel, on ne sait pas le faire. Alors je dis un Chinois, mais j'aurais pu dire, c'est assez commun, on va dire, aux pays d'Asie, sauf l'Inde, où ça se passe plutôt pas mal. Alors on a aussi des bons experts dans des instituts privés type CEA. On a des très bons experts qui proposent un dossier, qui sont sélectionnés par notre client, et derrière, la bureaucratie se met en place. Et là, on se rend compte que le CEA, enfin je dis le CEA, l'institut va pomper 50% de la rémunération qui va à l'expert. Et tout d'un coup, l'expert est beaucoup moins motivé. Alors du coup, on a du mal à les motiver. C'est des choses qu'on ne sait pas encore bien faire. Mais bon, on s'efforce de trouver des solutions. Alors, c'est ma conclusion. On s'est lancé sur du problem solving. Après, on s'est orienté vers de l'expert sourcing. Et au final, ce dont on s'est rendu compte ces dernières années, c'est que nos clients, et ça rejoint vraiment ce que disait Pascal tout à l'heure, au final, sur la cartographie de compétences, les clients veulent plus. Ils ne veulent pas des experts, ils ne veulent pas qu'on identifie un expert. Ils ne veulent pas qu'on les mette en relation avec un expert. Ils veulent des insights, ils veulent des orientations. Ils veulent qu'on s'occupe de toute la logistique, d'identifier l'expert, de le qualifier, de le sélectionner, avec eux, bien entendu, d'extraire la substantifique moelle pour avoir des choses qu'ils peuvent actionner de manière très opérationnelle, très rapide. Voilà, donc c'est ma conclusion. Simplement pour ouvrir le débat, j'ai un dernier petit slide, one last thing. Donc ça, c'est notre chaîne d'intervention. Donc il y a un parti pris sur ce que je représente ici, bien entendu. Donc on commence par définir le besoin avec nos fellows. On identifie les experts avec notre outil, un peu à la main. D'ailleurs, à ce propos, parmi les sources qu'on peut utiliser, Expernova, qui développe un très bon outil, peut être un fournisseur de technologie, un fournisseur de réseau pour nous. On engage les experts, c'est-à-dire on les mobilise, on les sélectionne, on les manage pour, au final, fournir des orientations à nos clients. Que ce soit pour une prise de décision, un choix de technologie, la décision de tuer un programme de R&D parce qu'on pense qu'il y a mieux ailleurs. Voilà, donc c'est ce qu'on fait. Et j'ai mis Nine Sigma, puisque Nine Sigma est là. Pour ouvrir le débat, c'est la chaîne... Bon, encore une fois, j'ai dit, il y a un parti pris, et voilà ce qu'on fait.